c'est une petite musique qui monte depuis plusieurs mois. Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre et nous savons faire des économies d'énergie partout, il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de coupure. On veut que nos entreprises ne soient pas à l'arrêt ou ne connaissent pas des difficultés. Tout cela est évitable si on baisse un peu la température en intérieur, si on baisse un peu la température de l'eau chaude. Le gouvernement s'est lancé dans une communication bien huilée à base de doudounes, de col roulé. Le 6 octobre dernier, Elisabeth Borne et Agnès Pannier-Runacher nous ont présenté leur nouveau plan de sobriété énergétique. Elles ont fait le tour des plateaux de télévision pour nous rassurer sur de potentielles coupures d'électricité à venir. On nous a même assuré qu'Emmanuel Macron était sorti de ses gonds et qu'il faisait tout son possible pour éviter des coupures d'électricité cet hiver. Mais qu'il attend encore de chacun et chacune d'entre nous que nous fassions notre part du travail. S'ils insistent autant, et avec aussi peu de subtilité, c'est sûrement que ça cache quelque chose. C'est ce qu'on va voir tout de suite en décryptant la communication du gouvernement. La sobriété énergétique, ça n'est pas produire moins et faire le choix de la décroissance. C'est éviter les consommations inutiles et ne pas consommer tous au même moment. Si on baisse un peu la température en intérieur, si on baisse un peu la température de l'eau chaude. Éteindre tous ces appareils en marche ou en veille lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Décaler l'utilisation de ces appareils électroniques comme les lave-vaisselle, les sèche-linges. Des éco-gestes. Au fil des discours et des communications, le gouvernement vous demande chacun et chacune de faire des efforts chez vous. Cette campagne, elle s'intitule « Chaque geste compte ». Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale. Alors oui, la sobriété, ça dépend bien des pratiques quotidiennes et c'est très important que chacun et chacune d'entre nous fasse des efforts à son échelle. Nous-mêmes, à Greenpeace, on vous propose des moyens d'agir pour faire baisser votre facture et pour avoir un impact moindre sur la planète. Mais ce n'est pas suffisant. La France doit réduire de 80% son empreinte carbone si elle veut rester dans les clous de l'accord de Paris. Et aujourd'hui, les petits gestes, ça représente seulement 25% de la marge de manœuvre qu'on a. Et les 3/4 restants dépendent des mesures prises par l'État et les entreprises. Mais concrètement, ça donnerait quoi? Des mesures systémiques et politiques. Que devrait faire l'État? Si on prend l'exemple de mesures qu'on peut prendre à la maison, le chauffage, eh bien en baissant la température d'1 degré chez soi, on peut faire des économies de 7 à 10%. En installant un thermostat, ça peut aller à des économies jusqu'à 15%. Et ces gestes sont très importants, c'est essentiel de les faire, mais le gouvernement a les moyens d'aller plus loin. Par exemple, en finançant un grand plan de rénovation thermique des bâtiments. En faisant par exemple passer les logements d'une catégorie énergétique D, qui est la moyenne en France, à une catégorie B, ce qu'on considère comme un bâtiment basse consommation, on peut faire des économies d'énergie de l'ordre de 75%. C'est énorme. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui communique énormément sur la question de la rénovation et qui se vante des chiffres de 750 000 rénovations qui ont été effectuées l'année dernière et plus de 3 milliards d'euros dépensés. Donc effectivement, ça fait beaucoup de rénovations, donc on pourrait dire que ça va dans le bon sens. Mais quand on regarde dans le détail, la grande majorité de ces rénovations, c'est des rénovations par petits gestes, c'est-à-dire des rénovations qui ne permettent pas, en réalité, de gains énergétiques, de gains en termes d'émissions de gaz à effet de serre ou de sortir les occupants de la précarité énergétique. Il y a une étude de l'ADEME sur la rénovation des maisons individuelles qui montre que plus de 75%, donc plus de 3/4 d'entre elles, ne permettaient même pas de gagner une seule classe énergétique. Donc c'est cette étiquette qui va de G à A que tu peux voir notamment sur ton frigo. Nous, on porte 3 propositions. La première, c'est d'augmenter le budget annuel qui est consacré à la rénovation. La seconde proposition, c'est que cet argent soit focalisé sur la rénovation performante des logements, avec en priorité sur les passoires thermiques, parce que effectivement, c'est pas normal de gaspiller l'argent public pour des rénovations qui ont très peu d'effet en termes énergétiques ou en termes de sortie de la précarité. Et enfin, la dernière mesure qu'on porte, vraiment orientée sur la justice sociale, c'est de permettre un zéro reste à charge pour les propriétaires les plus modestes, c'est-à-dire qu'il n'est pas un seul euro à dépenser de leur poche. Bien sûr que le plan de sobriété et que la communication du gouvernement ne nous demandent pas qu'à nous de faire des efforts. C'est la mobilisation générale qui donnera des résultats. Le premier étage de la mobilisation générale, c'est la sobriété volontaire. Des entreprises qui sont déjà engagées, déjà mobilisées. La logique dans laquelle on va plutôt rentrer dans un premier temps est une logique de mobilisation générale et pas d'obligation ou de coercition. La mobilisation générale, citoyens, citoyennes, États, entreprises, tous et toutes ensemble unis pour plus de sobriété. Pourtant, le gouvernement est clair, pas d'obligation ni de coercition. Pas d'obligation ou de coercition. On a affaire à un plan de sobriété purement incitatif. On compte sur le bon vouloir des entreprises pour mettre en pratique les conseils du gouvernement. Autant vous dire que c'est fortement peu probable. Pas de plan efficace sans mesures contraignantes. Aujourd'hui, les entreprises n'iront jamais à l'encontre de leurs propres intérêts. On a besoin que l'État prenne des mesures contraignantes. Il faudrait taxer les super profits Total, par exemple, interdire les fermes-usines, revoir le règlement de la publicité, réguler le trafic aérien. Mais pour l'instant, on en est très loin. Il faut réinventer le modèle productiviste et consumériste et aller vers une société où la consommation et la production sont moindres pour plus de sobriété. Si on résume,
Le gouvernement vous demande à vous de faire des efforts sans jamais contraindre les entreprises qui sont pourtant en majorité responsables de la crise climatique que nous traversons. Mais alors l'objectif derrière tout ça, est-ce qu'il est vraiment écologique ? La sobriété, c'est un pilier de notre planification écologique. C'est une occasion unique pour vraiment initier de façon très forte cette planification écologique. Notre objectif, c'est la neutralité carbone. Donc c'est pas un plan pour passer l'hiver, c'est un plan pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Le problème, c'est qu'on a affaire à un plan de sobriété purement énergétique. Et il y avait un indice, c'était dans le titre. Pourtant, la sobriété, ça ne parle pas que d'énergie, d'électricité, de gaz, etc. Ça recoupe plein de choses. Mais alors, toutes ces choses sont complètement éludées du plan présenté par Elisabeth Borne. Nous, on a plein d'idées de ce sur quoi la sobriété pourrait être abordée. La réduction des déchets, la surconsommation, les fermes-usines, la déforestation importée, la fast fashion. Pourtant, quasiment pas un mot en dehors de l'électricité et du gaz. Ah si, on a vu quelque chose sur l'aviation dans le texte, mais pour en parler mieux que je ne ferais, on va interroger Sarah Fayol, qui est notre experte maison, qui est juste ici. Je te présente les 4 mesures qui sont dans le plan sobriété présenté par le gouvernement il y a quelques semaines de ça au sujet de l'aviation. Est-ce que tu pourrais les passer en revue et un peu nous les commenter ? Sur le sujet de l'aérien spécifiquement, on se retrouve un peu dans une situation surréaliste où le gouvernement en fait se retrouve encore une fois à uniquement inciter les entreprises et l'administration à prendre des mesures de sobriété. Typiquement, l'interdiction des vols courts quand il y a une alternative en train, c'est une mesure sur laquelle le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités. Il avait l'occasion d'inscrire cette mesure dans la loi climat en 2021. Il a délibérément décidé de vider cette mesure de sa substance. Donc certes, elle est mentionnée dans la loi, mais en fait, elle est complètement vide de sens. Il n'y a que très peu de lignes aériennes qui seront concernées. Et puis le deuxième point, moi, qui me frappe en lisant ces recommandations, c'est que l'accent est énormément mis sur les solutions technologiques et sur les améliorations techniques. Donc on dit, les acteurs du secteur des transports, notamment du secteur aérien, vont devoir améliorer l'efficacité énergétique des avions. Là encore, c'est une bonne chose, tant mieux si on améliore l'efficacité énergétique des avions, sauf qu'on sait qu'en fait, ça ne suffira pas. C'est indispensable d'agir aussi sur le levier de la réduction du trafic aérien. Et puis les dernières mesures qui parlent de améliorer la consommation énergétique des aéroports, mettre en place des procédures au sol, quand les avions roulent au sol, sur la consommation de carburant à ce moment-là. Oui, c'est important, évidemment, mais là encore, c'est une manière de prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette, quoi. On parle d'améliorer l'efficacité énergétique des aéroports, alors que pendant ce temps, on n'aborde pas le nœud du problème, qui est de faire voler toujours plus d'avions, dans un contexte où en fait c'est pas tenable d'un point de vue climatique, quoi. Bon, sur le trafic aérien, c'est pas non plus gagné-gagné. Mais même quand on parle de sobriété énergétique, dès qu'une mesure ne permet pas de seulement passer l'hiver, elle est systématiquement écartée. Vous avez raison de dire que la baisse de la vitesse sur les autoroutes économise du carburant. Là, on est dans une approche, je dirais, de comment on lutte contre le réchauffement climatique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cette mesure-là qui nous permet de passer l'hiver. C'est juste un plan de sobriété court-termiste et réducteur qui passe complètement à côté des enjeux écologiques auxquels nous devons faire face. Alors qu'on connaît le besoin de sobriété depuis des décennies et des mesures structurelles qui seraient nécessaires pour y parvenir, le gouvernement nous propose ça. Des mesures bien trop faibles, bien trop tardives, quand ils sont au pied du mur, alors que le risque de coupure d'électricité approche de plus en plus. Mais à agir à court terme comme ça, on s'expose à des désastres grandissants et à des pénuries beaucoup plus régulières. Cette situation, elle montre qu'il y a de l'incompréhension autour de la notion de sobriété. Et cette incompréhension, elle est entretenue non seulement par l'État, mais aussi par quelques grandes multinationales. Nous ne voulons pas retourner à l'âge de pierre ou à la lampe à huile. On n'est pas pour un modèle de décroissance, on est pour un modèle qui est capable de produire. Le mot sobriété est utilisé partout et pourtant, pas grand monde ne sait exactement de quoi il s'agit. Pour la prochaine vidéo, j'ai décidé d'aller voir des experts du sujet pour comprendre le concept. On va découvrir d'où il vient, comment construire un monde plus sobre et plus juste, et surtout, par quoi on commence. Ce sera le mois prochain, ça s'appelle Greenwashing, et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien louper.